Une femme de 79 ans ne pouvait plus vivre dans sa propre maison, car ses enfants avaient pris la décision de la placer dans un établissement de soins pour personnes âgées. En conséquence, elle a exprimé le souhait d'offrir sa modeste demeure à un sans-abri qui l'aidait souvent. Mais ses enfants s'y sont opposés. Lorsque le sans-abri a finalement eu l'occasion d'entrer dans la maison, il a été complètement stupéfait de ce qu'il a découvert à l'intérieur. Depuis le décès de son époux, Madeleine résidait seule dans une maison à Épernay. Tout au long de sa vie, elle avait été autonome, mais elle commençait à faire face à des défis de plus en plus grands. À 79 ans, elle s'efforçait encore de maintenir sa demeure propre et soignée, mais sa santé et son énergie n'étaient plus ce qu'elles étaient. Un jour, le téléphone sonna et c'était son fils aîné qui insistait une fois de plus qu'il était temps de considérer un déménagement dans une maison de retraite. Il soutenait qu'elle y recevrait des soins professionnels, aurait des activités pour occuper son temps et l'opportunité d'interagir avec d'autres personnes. Madeleine réfléchit à tous ces arguments et finalement accepta de faire la transition vers une maison de retraite. Cependant, elle se demandait ce qu'il adviendrait de sa maison et du petit terrain qu'elle avait entretenu avec tant d'amour tout au long de sa vie. Son fils aîné proposa de vendre la propriété, avec tout l'argent allant à Madeleine. D'un autre côté, son fils cadet suggéra de rénover la maison et de la louer, générant un revenu mensuel pour la famille. Madeleine écouta attentivement toutes les idées, mais elle était convaincue d'avoir une meilleure solution. Faire don de la maison, telle qu'elle était, à Michel, un sans-abri de la région. Michel avait toujours été bienveillant envers Madeleine, et elle était déterminée à l'aider d'une manière ou d'une autre. Cependant, ses fils n'approuvaient pas l'idée, et étaient méfiants envers Michel. Néanmoins, compte tenu de l'âge de Madeleine, ils promirent d'explorer les possibilités. Ce que Michel et la famille de Madeleine ignoraient, c'est que Madeleine laisserait quelque chose de bien plus précieux que sa propre maison. Michel avait déjà passé la cinquantaine et avait perdu sa femme il y a 15 ans. La douleur de cette perte l'avait plongé dans une dépression qui avait grandement impacté sa vie. C'est dans les rues que Michel et Madeleine se sont rencontrés, il y a 5 ans. Ce jour-là, Madeleine revenait du marché, portant plusieurs sacs. Soudain, l'un d'eux se déchira, répandant des fruits sur la chaussée. Voyant qu'il s'agissait d'une personne âgée, Michel réagit rapidement, ramassant tous les fruits et trouvant même un nouveau sac dans un magasin voisin. Puis, avec gentillesse, Michel prit le reste des sacs que Madeleine tenait et dit « Ne vous inquiétez pas, madame, je vais tout vous porter. » Michel ne se doutait pas que cette rencontre changerait le cours de sa vie pour toujours. Depuis ce moment, Michel aidait régulièrement Madeleine avec ses courses et effectuait de petites réparations chez elle. Malgré l'insistance de la dame, il n'accepta jamais de paiement en espèces. Il voyait que Madeleine vivait de manière simple et solitaire, sans extravagance, et était immensément reconnaissant à chaque fois qu'il recevait un morceau de gâteau accompagné d'un thé, préparé avec soin par les mains magiques de Madame Madeleine, comme il aimait à dire. Au fil du temps, ces deux âmes solitaires ont développé une amitié, et la vieille dame avait même invité Michel à dîner chez elle. Le respect mutuel entre eux était évident, Michel faisant toujours très attention aux conseils de la dame. Madeleine avait remarqué que les symptômes de dépression de Michel s'étaient considérablement atténués. En retour, Michel trouvait un sens d'utilité en aidant la dame chaque fois qu'elle avait besoin de soutien. Le jour où Michel a appris que Madeleine allait déménager dans une maison de retraite, il a eu le cœur serré. Madeleine lui a confié que ces 2 dernières années, ses fils avaient commencé à l'appeler constamment, presque tous les jours, insistant pour qu'elle quitte sa maison et son terrain. Elle n'avait plus l'énergie de résister à cette pression familiale. Madeleine avait exprimé le souhait de vivre jusqu'à ses derniers jours dans la maison qu'elle avait construite avec son mari, Laurent. Avec résignation, elle avait commenté « Mais dans cette vie, on ne peut pas toujours réaliser tous nos désirs, n'est-ce pas ?» Michel a pris son amie dans ses bras et lui a assuré qu'elle pouvait toujours compter sur lui pour tout type d'aide. Il a exprimé sa gratitude pour tout ce qu'elle avait fait, lui offrant une opportunité de retrouver sa dignité et son estime de soi, tout en essayant de sortir de sa situation de sans-abri. En moins de 2 semaines, Madeleine fut transférée dans la maison de retraite, sa famille prenant toutes les décisions sans même consulter son avis. Il cherchait une transition rapide et sans conflit, évitant tout débat ou confrontation d'idées avec elle. Michel n'a même pas été témoin du déménagement de Madeleine, devinant simplement qu'elle avait dû partir, car il ne l'avait plus jamais vue en ville. De temps en temps, il passait encore devant la maison,
juste pour s'assurer que tout était en ordre. Lors de l'une de ses visites, Michel a eu la chance de trouver les fils de Madeleine sur place. Il s'est approché et s'est présenté, demandant des nouvelles de son ami. Cependant, le fils aîné l'a expulsé, l'accusant de chercher de l'argent pour des vices ou d'autres comportements nuisibles à la santé de Michel, se comportant de manière contraire aux valeurs de leur mère. Michel était choqué par la grossièreté des fils de Madeleine, qui contrastait fortement avec la gentillesse de la vieille dame. Pendant quelques secondes, il resta silencieux, un peu déconcerté, puis il demanda de nouveau où elle se trouvait. Cependant, les fils refusèrent non seulement de répondre, mais ils l'expulsèrent également de la propriété, menaçant d'appeler la police s'il revenait. Michel se sentait mal à propos de la situation, mais il était déterminé à ne pas laisser cela l'éloigner de son ami. Comme les fils n'avaient pas révélé dans quelle maison de retraite Madeleine avait été placée, Michel décida de mener l'enquête par lui-même. Il se rendit au refuge pour sans-abri de la ville et demanda au gardien une liste des maisons de retraite. Il découvrit qu'il n'y en avait que 4 dans la région, 2 au centre-ville, une dans un quartier plus éloigné et la dernière à la limite de la ville. Peu importait la distance, Michel était prêt à la parcourir pour retrouver Madeleine. Après avoir pris une douche au refuge, il partit tôt le lendemain matin. Les 2 premières maisons de retraite étaient proches du refuge, mais Madeleine n'était dans aucune d'elles. Après avoir marché environ 40 minutes, il arriva à la 3e maison, où il trouva une résidente du nom de Madeleine, mais ce n'était pas celle qu'il connaissait. Déterminé à continuer sa quête, Michel marcha encore 1 heure pour atteindre la route principale qui le mènerait à la dernière maison de retraite de sa liste. En chemin, il essaya de faire du stop, mais personne ne s'arrêta pour l'aider. Après environ 3 heures, Michel aperçut enfin la maison de retraite et s'approcha, épuisé et assoiffé. Après tout, il n'était plus tout jeune. Entré dans la maison de retraite, Michel décida d'agir rapidement. Il était sûr que son ami était là. À la réception, au lieu de demander, il affirma qu'il souhaitait rendre visite à Madeleine, qui venait d'emménager. Il dut inventer une histoire, prétendant être son frère, car il savait qu'être juste un ami ne suffirait pas pour être autorisé à la visiter. La réceptionniste hésita un instant, mais confirma que Madeleine était bien là et lui permit de la voir brièvement. Michel fut conduit à la chambre où il resta sans voix, en voyant l'état de son amie. Elle paraissait malade et affaiblie, une image qu'il n'avait jamais vue auparavant. Quand Madeleine le vit à la porte, ses yeux s'illuminèrent et elle sourit sincèrement. Michel s'approcha prudemment, encore en train de traiter la situation de Madeleine. Cependant, la vieille dame était impatiente de partager quelque chose d'important. Elle lui fit signe de se rapprocher et lui chuchota quelque chose à l'oreille qui le fit frissonner. Il demanda, incrédule, « C'est sérieux? Vraiment ?» Madeleine répondit par l'affirmative et assura que tout ce qui se trouvait dans la maison lui appartenait également. « Tout est à vous, mon ami, dit-elle. Mi. Après un certain temps, un employé de la maison annonça que l'heure des visites était terminée, et Michel dut partir. Il était confus avec ce que Madeleine lui avait dit, mais aussi triste de la voir dans un état aussi vulnérable. Elle ne semblait plus être la même personne indépendante et déterminée qu'il connaissait. Avant de partir, il se retourna et vit Madeleine sourire. Cependant, Michel ne savait pas que ce serait la dernière fois qu'il la verrait. Le lendemain matin, Michel rassembla ce qui lui restait de ressources financières et acheta un modeste bouquet de fleurs. Il entreprit de nouveau le trajet de 3 heures jusqu'à la maison de retraite. À son arrivée, il reçut la triste nouvelle que sa chère amie était décédée la veille au soir. L'annonce le frappa de manière inattendue et il lui fallut du temps pour la digérer. Les larmes coulèrent sur son visage tandis qu'il pleurait en silence. La réceptionniste lui demanda s'il avait été informé par son prétendu frère, puisque la famille avait été notifiée tôt le matin. Michel ne répondit pas et s'éloigna simplement, laissant les larmes laver sa tristesse. De retour à la maison qui, selon les dernières paroles de Madeleine, lui appartenait désormais, Michel ne parvenait pas à trouver la joie. Bien qu'une copie de la clé ait été cachée à l'endroit indiqué par Madeleine, il était submergé par le souvenir de son ami. La maison était à ce moment-là juste un espace vide. Il décida de faire un café, suivant la recette que Madeleine lui avait préparée de nombreuses fois. Tandis qu'il cherchait le café moulu dans le placard le plus haut de la cuisine, une boîte en carton tomba, produisant un bruit conséquent. En la ramassant, il réalisa qu'elle était étonnamment lourde. Pour s'assurer que rien n'était endommagé,
Michel décida d'ouvrir la boîte et, ce faisant, il resta sans voix. À l'intérieur, il y avait de nombreux liasses de billets, une somme qu'il n'avait vue que dans les films. Il étala tous les liasses sur la table et les contempla pendant plusieurs minutes, essayant de comprendre la signification de cela. Il y avait plus de 30 paquets de 10 000 € chacun, totalisant 300 000 €, une fortune que Michel déduisit être les économies de toute une vie de Madeleine. Il se souvint que Madeleine lui avait confirmé que la maison et tout ce qu'elle contenait étaient désormais à lui. Pourtant, il hésita un instant, mais finalement il rassembla tous les liasses dans un vieux sac en cuir décoloré et se dirigea vers la porte. Il savait exactement ce qu'il allait faire. Dans les jours qui suivirent, Michel réalisa une rénovation discrète de la maison, juste assez pour la rendre plus attrayante, sans enlever les caractéristiques originales créées par Madeleine et son mari. Il organisa les affaires personnelles laissées par l'ancienne occupante, les transformant en une sorte d'exposition de musée. Sur le mur du salon, il accrocha une belle photo de Madeleine et plaça une bougie allumée juste en dessous. Michel n'agissait pas ainsi à cause de la propriété que Madeleine lui avait laissée, ni à cause de l'argent qu'il avait trouvé. Il le faisait pour honorer et exprimer sa profonde gratitude pour l'amitié qu'il avait partagée avec cette dame. En l'espace de quelques jours, les deux fils de Madeleine apparurent à la maison et furent surpris de trouver Michel résidant là. Curieux, ils lui demandèrent ce qu'il faisait dans la propriété, et Michel répondit avec sincérité. Il expliqua qu'il avait rendu visite à Madeleine dans la maison de retraite avant sa mort, et qu'elle lui avait laissé la maison et tout ce qui s'y trouvait. Les fils réagirent avec scepticisme, considérant Michel non seulement comme un sans-abri, mais aussi comme quelqu'un ayant des problèmes mentaux. Pour eux, il était inconcevable qu'un bien de cette valeur, qui avait appartenu à leurs parents, puisse être simplement donné à un monsieur des rues qu'ils ne connaissaient même pas. Michel regretta que les fils ne croyassent pas à la véracité de son histoire, mais il réaffirma son authenticité. Et de plus, il déplora que eux, en tant que fils de Madeleine, ne soient pas au courant des dernières volontés de leur propre mère. Entendant cela, le plus jeune fils de Madeleine manifesta l'intention de passer à l'acte contre Michel, mais son frère aîné l'arrêta, conscient que toute agression nuirait à leur position légale. Au lieu de cela, il choisit de résoudre la situation de manière civilisée, en appelant la police, ce qu'il fit sans tarder. Une voiture de police avec 2 officiers arriva sur les lieux en moins de 10 minutes. Après avoir été informés de la situation, les policiers demandèrent à Michel de présenter un document ou une preuve corroborant sa version des événements. Malheureusement, Michel ne disposait d'aucun de ces documents, ayant seulement la parole de Madeleine comme soutien. Face à cela, les policiers instruisirent Michel de quitter immédiatement la propriété. Le plus jeune fils insista pour que, même après le départ de Michel, le fait qu'il ait investi la propriété ne reste pas impuni. Il exprima l'intention de déposer une plainte et, ainsi, espérait que cette mesure éliminerait Michel pour de bon. Michel était profondément blessé par la situation, regrettant le manque de respect des fils envers la volonté de leur propre mère. Les larmes ne purent être contenues, et il demanda quelques minutes pour rassembler ses affaires personnelles. Remarquant que la maison était en effet dans un meilleur état et plus propre, le fils aîné accorda au résident sans-abri quelques instants pour se préparer. Michel ramassa la couverture usée qui reposait sur une chaise et la glissa dans sa vieille valise en cuir décoloré, cachant le contenu qui s'y trouvait déjà. Avant de se diriger vers la sortie, il jeta un dernier regard à l'hôtel qu'il avait érigé en hommage à son ami et se rendit à la police, décidé à ne pas compliquer davantage les choses. Il ne souhaitait pas fournir d'arguments supplémentaires aux héritiers de Madeleine, ni détériorer encore plus sa position. Bien que le panorama fût assez négatif, Michel était perspicace et avait déjà en tête un plan d'action. Les descendants de Madeleine n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Même avec le plus jeune fils maintenant les accusations, Michel ne fut pas détenu en raison de l'absence d'antécédents criminels. Cependant, il fut orienté pour rechercher immédiatement un défenseur public pour sa représentation légale. Après avoir été relâché, il se dirigea vers l'abri où il dormait et parla au responsable du lieu, lui demandant une recommandation pour un avocat. Le gardien se contenta de lui montrer une annonce dans un guide de service local. Entre-temps, les descendants de Madeleine agirent rapidement, établissant une ordonnance restrictive contre Michel pour l'empêcher de s'approcher de la résidence, et la mirent promptement en vente pour 82 000 €. Ils ne se donnèrent pas la peine de vider la maison, car la vente était la priorité. Une semaine plus tard,
un avocat nommé Jacques Martin fit son apparition, exprimant son intérêt pour la maison et demandant s'il pouvait la transformer en résidence d'été. Les fils de Madeleine ne s'y opposèrent pas, mais mentionnèrent l'existence d'autres intéressés. L'affaire irait à celui qui présenterait la meilleure offre. En se renseignant sur la plus haute offre jusqu'à présent, Jacques apprit qu'ils avaient proposé 95 000 € à être payés en 3 versements. Après une pause réfléchie, Jacques proposa 96 000 € comptant, à la condition que l'accord soit scellé immédiatement après l'appel téléphonique. Les frères acceptèrent sans hésiter et fixèrent la conclusion de l'affaire pour la semaine suivante, quand la clé serait échangée contre l'argent. Les frères célébrèrent la vente et planifièrent d'utiliser le temps jusqu'à la finalisation pour se débarrasser des affaires que l'ancienne propriétaire avait laissées derrière elle. Jacques, à son tour, suggéra qu'il paierait 1 000 € supplémentaires pour garder les objets en l'état. Aveuglés par l'avidité, les fils acceptèrent de conclure la vente. Une semaine après avoir réglé les détails de la vente au téléphone, les héritiers de Madeleine se retrouvèrent dans la résidence de leurs parents pour finaliser la transaction. Une voiture élégante se gara, amenant 2 hommes. Du côté du conducteur, un individu entre 40 et 50 ans, en costume, se présenta comme l'avocat Jacques Martin. Son accompagnateur resta assis dans la voiture. Après les salutations, Jacques et les frères commencèrent le processus de vente. L'avocat ouvrit une mallette, révélant des liasses de billets qu'il remit au plus jeune frère pour vérification. D'un signe de tête affirmatif, l'argent fut confirmé et le frère aîné remit à Jacques une enveloppe contenant les documents et les clés de la maison. « Mes félicitations, Jacques. Vous avez maintenant une résidence d'été, » dit l'un des frères. Cependant, Jacques, d'un geste de la main, interrompit « Pas à moi, messieurs. Je ne suis pas le véritable propriétaire de cette belle demeure. » Les frères échangèrent des regards confus. « Je ne suis que l'intermédiaire, » clarifia Jacques. À cet instant, le compagnon de la voiture de luxe se révéla en sortant du véhicule. Il était bien habillé, avec une barbe et des cheveux soignés et des chaussures brillantes. Les fils de Madeleine sentirent qu'il leur était familier, mais n'en étèrent pas sûrs. En s'approchant, ils reconnurent qu'il s'agissait de Michel, celui qu'ils considérèrent comme un mendiant. Ce monsieur est l'acheteur du bien. L'argent est entièrement le sien. Veuillez finaliser la remise des clés et des documents avec lui, instruisit Jacques. Les fils se trouvèrent dans une impasse, partagés entre le sentiment d'avoir été dupés ou humiliés. Cependant, la mallette contenait la somme convenue. Le fils aîné, bien que réticent et en colère, remit les clés et les documents à Michel. « Vous n'avez jamais compris les véritables désirs de Madeleine, votre mère, » dit Michel. « Vous avez tout fait pour m'éloigner d'elle et de son héritage, mais il semble qu'elle savait bien qui étaient ses enfants et m'a laissé le nécessaire pour assurer que ses dernières volontés soient respectées. » À part Jacques, personne ne comprenait ce qui s'était passé ou comment Michel avait acquis une telle somme. Ils étaient loin d'imaginer que cela faisait partie de l'héritage laissé par leur propre mère. Maintenant, Michel pouvait rester dans la maison de manière légitime. « Je vais honorer cette maison et ce que Madeleine et son mari ont construit ici. Nous nous verrons au tribunal. Utilisez cet argent pour engager un bon avocat dans l'affaire contre moi, car vous en aurez besoin, » conseilla Michel. Avec une dernière instruction pour qu'il sorte de sa propriété, où il appellerait la police, Michel observa les frères s'éloigner et ferma la porte de la maison, laissant derrière lui l'héritage tumultueux de Madeleine. Il ralluma la bougie sous le portrait de Madeleine, et cette nuit-là, il dormit d'un sommeil serein et revigorant dans sa nouvelle demeure. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous invite à montrer que vous avez aimé en appuyant sur le bouton « J'aime ». Envisagez de regarder la prochaine vidéo suggérée à l'écran, qui pourrait vous émouvoir de la même manière. Je vous souhaite une excellente expérience et nous nous retrouvons dans le prochain contenu.